Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci pour l'honneur que vous me faites. Bon, je parle de Linger. Et donc, c'est toujours avec grand plaisir et émotion que je parle de Yambo Leguem, l'homme que j'ai côtoyé, l'homme pour qui je me suis battu avec mes camarades pendant pas mal de temps. Donc, pour l'histoire, moi, je suis Drissa Kanamba, je suis doctorant à l'UCL et président du club Yambo Leguem depuis 2003. Merci mon frère Drissa. Enchanté. Madame Mupinga, merci de nous donner cette opportunité de parler de notre compatriote, notre frère. J'en profite d'ailleurs puisque Yambo étant de Mopti et moi étant de Sigo au centre, ces deux régions sont aujourd'hui confrontées à un certain nombre de violences dont nos pensées à toutes les victimes civiles et militaires. Je suis Mamadou Traoré, auditeur interne au groupe ACP. Et le groupe ACP, c'est l'un des plus grands groupes au sud qui a pour mission l'accélération des progrès politiques, économiques et sociaux de différentes populations. Et il avait donc un accord avec un accord de partenariat, notamment avec l'Union européenne. Cet accord vient d'arriver à terme et en ce moment, on est en phase de renouveler cet accord-là. Ben, cela dit, je suis très heureux de rencontrer M. Kanambay qui connaît beaucoup Yambo Leguem, il vient de le dire d'ailleurs. Alors, nous sommes aussi des passionnés de la littérature et principalement tous ces géants qui sont dans ce monde littéraire. Alors, je m'en vais, c'est une occasion, je ne vais pas rater de l'en profiter, que vous nous parlez beaucoup de ce grand homme-là. Alors, ma première question est, M. Kanambay, qui est Yambo Leguem? Merci. Bon, Yambo Leguem est né le 22 août 1940 à Bandiagara. Bandiagara, est considéré comme la capitale du pays de Gon. Le pays de Gon, si vous voulez, c'est une zone qui regroupe 4 cercles, notamment Bandiagara, Koro, Douanza et Bankas. Ça se trouve dans la 5e région administrative du Mali. Alors, Yambo Leguem est le fils unique d'un propriétaire terrien. Son père était l'un des premiers instituteurs coloniaux au Mali, qui s'appelait Boukari Wolegem plutôt, et de Assa Karambe, une dame aussi qui était connue comme une dame de fer. Donc Yambo a fait ses études secondaires à Bamako, mais il finira par se rendre en 1960 en France pour continuer ses études au lycée Henri IV. Donc après tout ça, il a appris plusieurs langues africaines, ainsi que le français naturellement, l'espagnol et l'anglais. Donc il sera plus tard licencié S-Lettres, licencié S-Philosophie et diplômé d'études supérieures en anglais. Donc de 64 à 66, il va enseigner au lycée de Charenton-Val-de-Marne, en banlieue parisienne, pendant qu'il était en train de terminer son doctorat en sociologie à l'école normale supérieure. À la fin, il a publié son roman Le devoir de violence, qu'on va parler tout à l'heure, en 1968, qui a reçu le prix Renaudot de littérature, mais qui a quand même qui lui a valu beaucoup de critiques. Nous allons en parler. Et suite à ces critiques et à beaucoup de problèmes liés à la publication de ce bouquin-là, il va rentrer au Mali vers les années 70. Et quand il rentre au Mali, il va diriger quand même le centre culturel de Sévaré. Sévaré, c'est aussi dans la région de Mopti. Mais en 1984, fatigué de toutes les critiques qui étaient autour de son livre Le devoir de violence, il va définitivement ranger plume et encrier pour se concentrer à autre chose. Donc, en tout cas, nous qui sommes les partisans de Yambo Leguem, nous pensons que le monsieur a la force de l'imagination, il a la fureur d'une plume, il y a de la splendeur d'un art pour qu'il puisse achever toutes ses œuvres. Donc, quand on parle de Yambo aujourd'hui, on pense tout de suite à Devoir de violence. Alors que Yambo n'a pas écrit seulement Devoir de violence, il a écrit plusieurs œuvres
dont je vais énumérer quelques-uns ici. Avant même les livres, il a écrit dans Présence africaine, dans plusieurs revues scientifiques, etc. Les premiers même titres de Yambo, qui a été publié par Présence africaine, c'était Marx et l'étrangeté d'un socialisme africain. Ça, c'est déjà en 1964. Ensuite, en 1966, il va écrire aussi plusieurs textes, dont, entre autres, Au milieu des solitudes, Passage humain, Quand parlent les dents nègres, Le souffle du guerrier, Requiem pour une négresse, À mon mari, etc. Ensuite viendra le sulfureux roman qui est Le devoir de violence en 1968. Suivra aussi Lettre à la France nègre publié en 1969 et réédité par Serpent à Plume en 2003. Alors, ensuite, il y aura aussi les 1001 bibliothèques qui sera édité par les éditions du Dauphin en 69 et réédité. Cela, il avait écrit sous le pseudonyme de Uto Rudolph, mais qui sera réédité sous le nom de Yambo Olegem par Vendeur en 2015. Il y a aussi en 1979, il a écrit Les secrets des orchidées, mais ça, c'est sous le pseudonyme de Nelly Brigida, publié aussi par les Dauphins et réédité à Montréal par les presses Select. Alors, ensuite, il a écrit aussi des manuels scolaires, dont Terre de Soleil, en collaboration avec Paul Fiet. Ça, c'est d'abord le niveau CE2, puis le niveau CP2, aussi en collaboration avec le même auteur. Donc, il écrira ensuite en 70 aussi Les Moissons de l'amour, sous les pseudonymes toujours de Nelly Brigida, édition Les Dauphins. Ensuite, Les Pèlerins du Capharnaüm. Ça, malheureusement, il y a eu des problèmes de publication et c'est toujours resté inédit. Donc ensuite, il écrira d'autres textes, Introduction aux lettres africaines en collaboration avec Robert Péjard, Marie-Thérèse, etc. Aussi Le cœur fou, À mon mari, Communication, Ménage, etc. Il écrira aussi Enfant, j'ai oublié l'orthographe, Le cœur fou, etc., etc. Et ensuite, Le Trêve de Dieu, qui a été publié aussi en 1980 par l'Afrique littéraire. Donc ça, c'est un peu l'œuvre complète, plus ou moins complète de Yambo Olegem, que beaucoup n'ont pas eu la chance peut-être de connaître. Donc ça, c'est en quelque sorte voilà, un peu la vie de Yambo, mais bon, voilà, il est mort, je rappelle, le 14 octobre 2017 à Sévaré. Okay, merci beaucoup. Vous venez de citer, il a donc beaucoup écrit et malheureusement beaucoup de ces œuvres-là restent encore inconnues du public littéraire et bien souvent, même si c'est du public littéraire que tout le monde connaît, mais peut-être au niveau du Mali, beaucoup ignorent ces œuvres-là. Mais de toutes ces œuvres, quand même, il y a une qui restera dans l'histoire, c'est celle dont nous parlons aujourd'hui, qui a fait l'objet d'accusations de plagiat. Qu'en est-il exactement? Effectivement, quand le livre de Yambo Olegem est apparu, ça a attiré rapidement l'attention du monde littéraire, etc. Et ça a été reconnu. C'est pourquoi il a été récompensé par les prix Renaudot de littérature en 1968 en tant que premier Africain, écrivain noir à bénéficier de ce prix-là. Bon, quand on prend le livre on l'a d'abord accusé d'avoir plagié deux œuvres, notamment It is a Butterfly de Graham Greene, un écrivain anglais, et aussi le dernier des Justes d'André Schwartz Bart. Ça, c'est les deux bouquins dont il a été accusé d'avoir plagié. Mais ce qu'il faut connaître au-delà de tout ça, c'est que le devoir de violence même en quelque sorte, raconte un peu une histoire d'une dynastie des Saïf. C'est quand même 8 siècles d'histoire que Yambo raconte. Bon, il dit que c'est une fiction, mais en même temps, quand on lit, on sait que le livre est assez historique. Donc, si vous voulez, en gros, Yambo, en 1968,
60 à 68, c'était la période de la décolonisation. Donc la négritude à l'époque battait son plein. Donc on écrivait seulement une théorie de l'Afrique idéale, c'est-à-dire en disant que bon, avant l'arrivée des Blancs, tout était parfait ici. Ce sont ces Blancs-là, colons, qui sont venus brutaliser, qui sont venus vraiment réveiller l'Afrique par des bombes et des canons. Mais Yambo, dans son livre, fait ressortir l'idée de cette colonisation avant l'arrivée des Blancs, avant l'arrivée de l'Occident, caractérisée à travers la dynastie des Saïfs, où des Arabes, en collaboration avec, en complicité avec des chefs locaux, ont vendu quand même leurs frères. Donc, je crois que c'est cela qui a été mal perçu. Et quand on lit le devoir de violence, on sent que Yambo n'a aucune limite. Il transcende tout. Même les secrets africains, pas les secrets, mais en Afrique, tout ce qui était considéré à l'époque comme tabou, etc., il n'a pas de limite à cela. Donc, il a été, si vous voulez, accusé d'avoir fait une sorte de coup d'état littéraire. Il a mis les pieds dans les plats. Et ça, à l'époque, on ne pouvait pas lui pardonner. Et donc, cela a suivi un lynchage médiatique énorme. L'auteur a essayé de se justifier en vain. Les passages dont il a été incriminé, il dit avoir donné avec preuve à l'appui que il a cité des passages, mais avec des guillemets, c'était des citations. Mais malheureusement, il n'a pas pu sortir de ce lynchage médiatique. Donc, on lui a... Parce que quand on parle de plagiat, ça s'apparente au vol. Or, dans la culture de Yambo Olegem, le Dogon qu'il est, fier et orgueilleux, dire que tu as volé quelque chose était considéré comme un acte qui devrait pousser l'homme au suicide. Donc, le fait d'avoir été accusé de vol, il n'a pas pu supporter cela. Et quand il demandait de l'aide, malheureusement, les gens l'avaient condamné déjà trop tôt, même sans l'avoir lu. L'exemple, il y a un Francis Kitembe qui avait fait une recherche, un travail qui est paru dans Jeune Afrique en 2012, où il posait tout simplement la question de savoir qui est Yambo. Il a mené ses enquêtes à Dakar, à Bamako, à Cotonou, à Paris. Il y a certains qui disaient que Yambo Olegem était un homme politique burkinabé. D'autres disaient qu'il était un percussionniste africain. Donc, vous voyez toute l'ignorance qui entourait l'œuvre et l'homme. Et au Mali aussi, on l'a tout simplement abandonné dans ses problèmes et finalement, il sera qualifié considéré comme un fou, considéré comme tout ce que vous voulez, considéré comme mort. Même cela par certains de mes professeurs, moi, quand j'étais à la faculté des lettres à Bamako, où ils avaient déjà considéré Yambo comme mort. Donc, voilà un peu. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, par cette présentation, on voit que Yambo, il est mort doublement. Il est mort d'abord littérairement, où il a été chassé carrément de ce monde littéraire, et aussi, il est mort physiquement. Mais ce dont on a souvent la curiosité quand on rencontre des géants comme ça, c'est quand même intéressant de savoir, lorsqu'il quitte ce monde-là, je parle du monde littéraire, qu'est-il devenu? Qu'est-ce qu'il a eu à apporter, ne serait-ce que dans sa localité où il est retourné se réfugier quelque part? Qu'était-il devenu dans ce monde-là? Donc il y a deux passages, je voudrais que vous parliez des deux, en quittant le monde littéraire et aussi en quittant ce monde dans lequel nous sommes maintenant. Tout à fait. Bon, comme je disais, depuis 1984, il a refusé, il a complètement arrangé Plume et Encrier, et il s'est refusé à Sévaré. Sévaré, c'est un peu sa ville natale. Donc, le fait, comme je disais, d'avoir été considéré comme un voleur, d'avoir plagié des passages d'autrui, on fait de lui un homme qui ne valait plus rien. Parce que chez les Dogons, quand tu es considéré comme un voleur,
tu dois tout simplement te donner la mort. Ça existe même dans la culture d'Oran à l'époque où les gens étaient accompagnés pour aller se suicider avec tam-tam et tambour sur une colline parce que tu as déshonoré la famille ou bien tu as quand même transcendé un certain tabou dans la société. Donc quand il a abandonné tout ça, il avait à l'époque refusé même d'écrire avec les bics. Tellement que le mal était profond, il écrivait finalement comme un maître coranique avec l'encre de l'époque. Je crois que lui, il mélangeait plutôt du charbon. Il écrivait avec un bâtonnet. Donc, il avait complètement laissé ce monde pour lui devenu vraiment complètement illogique. Mais à partir des années 90, il a tout de suite embrassé l'islam et il a avalé rapidement, retenu rapidement le Coran. Et donc, depuis lors, il s'occupait spécialement de sa mère, Hassan Karambé, qui était un peu âgée, et parlait de Dieu et du prophète. Donc, c'était le Coran qui était devenu vraiment son compagnon. Il s'était tellement replié, il ne voulait même pas voir qui que ce soit. D'abord les Blancs. Bon, quand Yambo vous considère comme blanc, ce n'est pas la peau, mais c'est votre attitude aussi. Quand vous venez en costume cravate chez Yambo, il vous considère tout de suite comme un blanc. Là, pour la petite anecdote, il y a mon professeur de français du lycée qui passait en costume cravate et Yambo le voit, Yambo dit, mais c'est qui ce nègre blanchi? Donc le monsieur qui ne le connaissait pas, il s'énerve, il dit, mais pourquoi vous me traitez ainsi? Il dit, mais parce que vous vous fâchez. Donc il avait cette manière de dire et d'être qui avait vraiment, qui sortait hors du commun. Mais moi je suis persuadé, de 2003 à 2017, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était 3 mois avant sa mort, il était toujours en train d'écrire, donc avec sa plume. Et le dernier paragraphe qu'il m'a lu la dernière fois, c'était allez-y dire au Figaro littéraire, allez-y dire à la télévision nationale suisse, allez-y dire aux Libanais, aux Arabes du Liban, que le crime de la mafia n'a jamais enrichi l'homme de manière absolue et définitive. C'était les derniers propos que j'avais reçus.